Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue sur la chaîne Twitch du Populaire du Centre pour notre émission CSP Time en direct live. Une émission dont notre invité est une légende du basket, une légende à Limoges aussi, avec une carrière et un palmarès long comme le bras, un palmarès auquel il vient d'ajouter une nouvelle ligne, puisque avec l'équipe de Dieppe qu'il entraîne, il vient d'accéder en National 2 féminine. Je pense que vous l'avez reconnu, il s'agit de Michel Gomez. Bonjour Michel, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour à vous. Et pour nous accompagner, l'un des spécialistes basket du Populaire du Centre, Mathieu Marot. Salut Mathieu. Bonsoir à tous. Au sommaire de ce CSP Time, nous parlerons bien sûr quand même un petit peu du Limoges CSP qui, après une passe difficile, a redressé la barre avec 2 succès consécutifs. Le premier lors du Classico contre Pau-Orthez et le deuxième assez convaincant la semaine dernière face à Strasbourg. Et puis, nous referons le monde du basket et de Limoges. Nous évoquerons de riches et glorieux souvenirs avec Michel Gomez. N'hésitez pas à poser vos questions via le chat. CSP Time, saison 5, épisode 10, c'est parti. Alors, on va commencer. Michel, tu ne nous en voudras pas avec l'actualité du Limoges CSP. Et donc, Mathieu, le CSP qui a repris sa marche en avant, puisque, on l'avait vu, le mois de janvier avait été un petit peu compliqué. 5 défaites consécutives, dont une en Coupe de France. Et puis là, depuis le Classico remporté face à Pau-Orthez, une deuxième victoire qui a été plutôt convaincante, 89-62. C'est quand même un score éloquent face à Strasbourg. Ce qui ne change pas avec cette équipe, c'est qu'on ne sait jamais sur quel pied danser. C'est exactement ce que j'allais dire, la même expression que j'allais employer. On ne sait jamais à quoi s'attendre avec eux. C'est vrai la fin d'année, le début d'année, c'était très mal passé avec 5 défaites de suite, dont une élimination de la Coupe de France. On s'était dit les playoffs, c'est terminé. On s'était emballé avant. Il y a rien qui va, c'est trop faible, tout ça. Puis il y a eu le Classico, qui est un match toujours particulier. Moi, j'étais un peu méfiant après le Classico parce que c'est des matchs où parfois les gars se transcendent à domicile. En plus, pour moi, il y a pas vraiment de vérité sur ce match. Par contre, la victoire face à Strasbourg la semaine dernière m'a beaucoup plu. J'ai trouvé que on avait vraiment retrouvé le CSP de la fin d'année 2021, une équipe qui a dominé la SIG. D'abord athlétiquement, je pense, qui a bien exécuté son plan de jeu, notamment en étant très agressif défensivement sur les arrières de Strasbourg. Enfin bref, une belle victoire collective et on a retrouvé le CSP qu'on aime voir jouer. Bien. Michel, tu m'avais dit quand on avait préparé l'émission que tu suivais le basket de haut niveau d'un peu plus loin maintenant. Qu'est-ce que tu en sais aujourd'hui? Est-ce que tu le regardes encore un peu de temps en temps? Dis-nous. Surtout l'actualité des clubs de cœur, et sur les Limoges en particulier, parce que comme vous le savez, j'ai toujours mes petits-enfants et ma famille là-bas, ma fille qui est là-bas, qui est maintenant. Et je suis étonné bon, c'est vrai que ça n'a plus rien à voir avec ce que j'ai connu, quoi. Même s'il y avait une très forte pression, parce qu'à Limoges, on aime le bon jeu, mais il faut gagner. Donc, je pense que le public a été beaucoup gâté, il est très exigeant, il connaît bien le basket, il ne faut pas le tromper, et donc ça ajoute de la pression, et c'est sûr que le coach, il y a beaucoup de stabilité maintenant dans les effectifs des joueurs et des coachs dans le club, et on change très vite, et c'est parfois un peu dommage. Bon, alors le son n'est pas terrible, Michel. Là, excuse-moi de te le dire, mais je sais pas si on a vraiment un peu de mal. Donc, je sais pas si tu pourrais remettre tes oreillettes. Bon, c'est direct, c'est les aléas du direct. C'est pas bien grave, mais ouais, on a un peu de mal quand même à bien tout comprendre. Donc, le problème, c'est que je suis en campagne, moi. Donc, je ne connais pas toute sa publicité. Non, c'est pas de la bonne publicité. Je ne connais pas la campagne. Nous aussi, on paye plein pour la demande, mais on est ravitaillé par les oiseaux. Là, on a l'impression qu'il est entre Francfort et Strasbourg, Jean-Christophe. On a l'impression qu'il est entre Francfort et Strasbourg dans un ouais. Si tu vois ce que je veux dire. Je regarde des trucs, je ne vois pas comment on peut activer, je ne sais pas du tout. Et c'est un procédé que je ne connais pas trop. C'est quoi ça? Je ne sais pas du tout. Vous entendez là? Ouais. Bon, allez, on va essayer de continuer. Mathieu, je reviens vers toi un instant. On avait parlé dans notre dernier CSP Time avec Bertrand Parvot de la dépendance du CSP à Massimburg et Harper.
Et quelque part, le match de Strasbourg a un peu montré qu'il y avait une vraie dépendance envers ces deux joueurs. Quand ces deux joueurs étaient bons, Limoges marchait bien. C'est exactement ça. Quand Massenburg et Harper vont, le Limoges CSP va en général. Les deux, ils ont traversé une période compliquée en même temps et ça s'est justement soldé par 5 défaites de rang. Là, les deux, ils ont fait des bons matchs, plutôt des bons matchs face à Pau et face à Strasbourg et c'est 2 victoires. Aujourd'hui, on a beaucoup parlé de la Nicolas Lang dépendance et finalement, on s'est peut-être trompé. Le CSP est peut-être davantage encore dépendant de la création de Dimonte Harper et de l'agressivité de CJ Massenburg que des shoots de Nicolas Lang. Parce que c'est vrai, quand Harper et Massenburg sont bons, des shoots, tu vas pouvoir trouver des points, mine de rien, dans cette équipe. Mais par contre, si les deux sont pas bons, on n'arrive pas à créer, on le sait, Nicolas Lang, tout Nicolas Lang qu'il est, c'est pas un joueur qui va créer son shoot. Donc, il est très dépendant du travail des autres. Donc, peut-être que la vraie dépendance, elle est là, elle est envers Massenburg et Harper. Ouais. Michel, on parlait de cette dépendance de Limoges avec 1 voire 2 joueurs. Est-ce que pour toi, c'est un modèle fiable pour aller loin quand une équipe est dépendante comme ça de 1 ou 2 joueurs? Non. Je crois pas que vous puissiez aller loin tout seul avec une équipe. Je crois que ce qui est important, c'est le fond de jeu. Donc, c'est quoi le fond de jeu? C'est la chose sur laquelle on va pouvoir s'appuyer en cas de difficulté. Tout le monde s'attendait autour d'un mal, Michel, c'est vraiment très haché. On a vraiment beaucoup de mal. C'est dommage. Purée. Bah là, purée, on l'a bien entendu. Il est bien passé. Celui-là, il est bien passé. Là. C'est impeccable. Moi, je m'entends super bien. Hein. Ben oui, mais voilà. Recule peut-être un peu de ton. Prends un peu de recul. Ouais. Essaye, voir. Là, tu m'entends? Ouais, vas-y. Ben, je disais que l'importance dans une équipe, c'est toujours ce que j'ai fait dans mon basket, et depuis toujours, c'est le fond de jeu. Le fond de jeu, créer un fond de jeu, c'est quoi? C'est un élément sur lequel chaque joueur va pouvoir se rassembler et s'unir. D'accord? Au lieu de chercher les solistes constamment, un tel joueur, on est dépendant de tel joueur, Certes, c'est vrai, il y a toujours des joueurs qui vont émerger, ils vont émerger du fond de jeu, surtout. Et les autres vont pouvoir. Reste bien en retrait un peu, Michel, voilà, parce que le son est meilleur quand tu es un peu plus loin de ton écran. D'accord. Et bien que tous les joueurs vont pouvoir s'exprimer. D'accord? Il peut y avoir une défaillance, il peut y avoir une chose comme ça. Si vous vous rappelez, quand j'étais dans un autre club à Pau, vos amis d'ailleurs, on avait plus d'Américains en finale. On a failli aller en finale forte sans Américains. Tout simplement parce que chaque joueur savait exactement son job et donc avait s'appuyer sur le fond de jeu. Et je pense que c'est difficile de monter un fond de jeu parce que les joueurs changent souvent. Je vous rappelle qu'à l'époque, moi j'avais 5-6 joueurs en équipe nationale, ce qui facilitait, et ils restaient 3, 4, voire 5 ans ensemble. D'accord? Et là maintenant, ça change beaucoup. Alors parfois, vous tombez sur des pics, parfois vous tombez sur la pièce tombe bien, et ça passe bien, mais il faut essayer, les grandes équipes européennes gardent 4, 5, 6 joueurs. Et ben moi, c'est ce que je fais dans mon petit club ici à Dieppe. Je vais garder entre 8 et 9 joueurs cette année. Et je vais ramener 1 ou 2 éléments. C'est tout. Pour pas détruire les relations affectives qui sont très, très importantes à ce niveau-là, les relations affectives de jeu. Il y a des joueurs qui aiment jouer ensemble. Et c'est ça qui est extrêmement important de prendre en compte. Moi, c'est ce que je regarde quand je vais voir un match. Je regarde quelles sont les relations qui existent entre les joueurs. OK. Alors, Michel, c'est mieux, mais reste bien vraiment, voilà, à cette distance-là, c'est parfait. Mathieu, encore un mot sur le CSP. Un déplacement périlleux les attend là. Hein. C'est au Portel, c'est samedi. À une époque, on s'aurait dit bon, voilà, le Portel a mis un peu de temps à se mettre en route, mais là, depuis qu'Éric Girard est revenu aux manettes, c'est plus tout à fait la même mayonnaise. Ça va être compliqué là-bas. De toute façon, c'est toujours compliqué là-bas. Hein. Tu vas, ils sont pas bien. Tu sais que ça va être compliqué. Je sais pas pourquoi, mais le CSP a jamais gagné là-bas depuis 2012. Puis il a pris quelques essuyers, 80-59 avec Bujosevic, moins 20, je sais plus si c'est avec Mining ou quoi. Enfin, il y a eu des matchs terribles là-bas, ça fonctionne jamais. Et là, effectivement, les New-Joe, ils se méfient d'autant plus que ça va beaucoup mieux au Portel. Non seulement ils ont changé pas mal de joueurs, mais comme tu l'as dit, il y a Éric Girard qui a retrouvé le banc de touche à la place de Serge Krefker, qui s'est fait virer de son 3e club en France
de suite. Mais peut-être qu'ils en retrouveront un quatrième, hein, ça c'est une aparté. Mais voilà, le Portel va beaucoup mieux. Ils ont gagné 4 de leurs 6 derniers matchs. Et on le sait, là-bas, c'est jamais facile. En plus, on y va en période de carnaval. Donc, autant te dire qu'ils vont être chauds bouillants, nos amis portellois. Donc, chaque fois que le CSP va là-bas, c'est carnaval. Hein, ouais, c'est un peu ça. Bah, c'est toujours carnaval. Mais ça va être un véritable test parce que là, on a dit que le CSP, c'était beaucoup mieux, mais 2 matchs à domicile, mine de rien. Maintenant, il va falloir les confirmer à l'extérieur et pas n'importe où, au Portel, où c'est jamais facile de gagner. Ouais. Michel, l'entraîneur italien du Limoges CSP, Massimo Cancelleri, énormément basé son jeu sur la défense. Pour lui, c'est le socle du jeu limogeau. Est-ce que c'est un impératif pour un entraîneur de basket, quel que soit le niveau à laquelle il va jouer? Écoutez, nous, Limoges, on était réputé pour notre attaque. On était l'une des meilleures attaques, parce que je crois qu'on a dû faire un championnat avec une seule défaite, ou 2, je crois. Et je crois que si on gagnait autant de matchs, c'est qu'on défendait. Donc, il y a toute une notion relative. Je me souviens de ces débats des années 92 avec Bozidar, où lui, Bozidar, shootait à 42 shoots par match. Et nous, moi, je shootais à 68 tirs par match. Donc, on fournissait davantage de ballons. Vous voyez, nous, par exemple, à l'époque où il y avait les 30 secondes, les modes, avec mon assistant Frédéric Sarr, qu'il ne faut pas oublier, on shootait en une moyenne de temps de shoot de 12 secondes. Donc 12 secondes sur 30 secondes de possession. Vous voyez? Donc, on avait un jeu développé sur un jeu rapide, d'où bien sûr une défense et un rebond et une sortie de balle. Ça, c'est la base. Moi, je suis pour un basket global. Je suis pas pour plus de défense. Quand il faut défendre, il faut toujours défendre le basket. Dans tous les sports, on l'a vu hier soir, il faut toujours défendre. C'est-à-dire dans le football, il faut toujours défendre. Peu importe la philosophie, c'est pas une philosophie. Que l'entraîneur soit un petit peu plus penché sur ça, oui, mais il faut pas oublier que si tu as la balle, il faut savoir la mettre dans le panier aussi. Oui, après, c'est plus facile aussi quand tu as de bonnes équipes. Je pense que c'est plus délicat quand tu as une équipe un peu, disons, moyenne, des joueurs individuellement moins forts. C'est peut-être plus facile, je sais pas, mais de se réfugier aussi sur la défense plutôt que de l'attaque. Tu es quand même hyper dépendant du talent intrinsèque des joueurs. Et ça, malheureusement, tu peux pas y faire grand-chose. Que la défense, tu peux avoir une certaine stabilité dans ce domaine. Je ne veux pas dire que c'est l'arme des plus faibles, parce que, comme le dit Michel, toutes les équipes doivent défendre, mais peut-être que c'est plus simple quand tu n'as pas les moyens d'avoir une identité défensive qu'une identité offensive. Pour l'entraîneur, pour moi, il fasse attention, parce que si, par exemple, comme tu l'as dit à juste titre, l'entraîneur veut faire passer la défense, mais malheureusement, il a une équipe qui est vachement basée psychologiquement et mentalement vers l'offensif. Donc, il va il va créer des efforts parfois inutiles à des joueurs en défense, alors que si vous lui donnez, moi, je donne beaucoup de capacités en attaque, en disant il faut faire ça en attaque, mais attention, il faut donner en défense. Moi, j'ai trois mots très simples. 3 mots très simples. Le basket, c'est défendre, courir, passer. Si vous faites ces 3 choses-là dans un match, vous gagnez. Vous pouvez regarder, et pour moi, les assists, c'est très important. Les interceptions, c'est très important. Voilà. Et c'est eux qui vous donnent le socle de votre équipe. Michel, bon, on va continuer avec toi. Et, alors, pour les plus jeunes, parce que je vais quand même donner une partie de ton palmarès. J'en oublie peut-être. Vainqueur de la Coupe des Coupes 88 au niveau européen, finaliste de la Corac 87, 3e du Final Four de l'Euroleague 1990, 5 fois champion de France, une Coupe de la Fédération, 5 tournois des As, 3 fois entraîneur de l'année, 7 fois entraîneur All-Star. Voilà. Excusez du peu. Alors, avant de te redonner la parole, Michel, je vais demander à Mathieu, qui n'est pas de la génération qui t'a vu à l'œuvre, est-ce que le nom de Michel Gomez représente pour lui? Bah déjà, ouais, il fait partie des grands entraîneurs du Limoges CSP, fatalement. Quand tu te plonges un peu dans les livres d'histoire, ce que tu es obligé de faire quand tu fais ce métier, tu es obligé de parler de Michel Gomez, de toute cette génération, de toute cette période dorée de la fin des années 80
tout début des années 90 où le Limoges CSP marchait presque sur l'Europe. Et puis un basket hyper séduisant. Moi, c'est ce que ça m'évoque quand je discute avec les joueurs qu'il a eu à l'époque sous ses ordres ou des choses comme ça. C'est ce qu'il disait, hein, d'ailleurs, un basket où ça court, où ça shoot, un basket spectaculaire avec les meilleurs joueurs français de l'époque sous ses ordres. Il y a cette chance-là aussi à Limoges. Et c'est vrai que c'est pour le peuple limougeot, c'est une période dorée avec du jeu spectaculaire et des résultats qui vont avec. Donc, quoi demander de plus? Michel, Limoges, pour toi, ça représente quoi dans ta carrière? Quelle est la place de Limoges? C'est beaucoup de souvenirs, c'est beaucoup, pour revenir, ce que disait Mathieu. Moi, j'ai pas lu les livres de basket. J'ai fait le basket que je faisais lorsque j'étais au Camp Basket Club quand j'avais 19 ans. Je fais exactement le même basket. Et là, à Dieppe, les filles font exactement le même basket que moi je faisais. J'aime ce basket-là. Et les gens aiment voir ce basket-là, où le ballon, lui, n'est pas dans une seule main. Où le ballon, il est dans les 10 mains. Où le ballon virevolte. Où le ballon est un élément important. Et moi, j'aime ce basket-là. Et c'est le basket que je faisais quand j'étais jeune. Et je le faisais naturellement. Je jouais au vide, voilà, naturellement. Et donc, j'aime transmettre ce basket-là. Le basket actuellement qui est proposé, je suis franchement désolé, moi. Un piqué dans la droite, un piqué dans la gauche, un piqué dans le deux. Au bout de 10 minutes, je prends le valise, je vois le vert. Je passe là des scores de 60 à 50, je suis désolé. Mais on fait des scores. L'autre jour, vous savez, je me suis amusé à nettoyer un petit peu le placard et j'ai retrouvé des matchs de Schallenberg. Schallenberg à l'époque, 131 à 104. 131 à 104 en national, c'est en national 2. D'accord? 131 à 104. NBA, ça, maintenant. C'est des scores voilà. NBA, ça bougeait, ça. Là, parfois, on a donné un petit peu de place au physique. Et peut-être pas assez à la technique, hein, peut-être, hein, je pense. Comme je ne regarde pas trop, je ne sais pas, quoi. Mais moi, Limoges, c'est quelque chose ça sera toujours présent, quoi, parce que on a quand même fait avec les joueurs, avec le staff, des choses merveilleuses. Et je me souviens surtout moi je remercierais Jean-Claude Bienjou, qui a pris un risque avec moi. J'avais 35 ans que je suis arrivé à Limoges. J'avais 35 ans. Bon, j'étais connu en tant que joueur, en tant qu'entraîneur à Chalon, mais je savais des grands, quoi. Voilà, ça a été très, très compliqué et musclé en début, hein, je peux vous le dire, hein, avec les joueurs, avec tout le monde, chacun devait marquer son territoire, et je ne suis pas quelqu'un qui sait se faire, hein, et que je suis plus qu'un passionné, quoi. Moi, comme dire, je vois sur le terrain, moi. Mais tu avais quand même une réputation de précurseur quand même dans le basket que tu proposais à l'époque, quand même. Hein, Écoutez, oui, c'est vrai, c'est marrant, c'est que hier, j'ai un ancien joueur qui m'a appelé, je ne l'ai pas eu au téléphone depuis 32 ans. Et il m'a dit, Michel, quand je vois tout ce qu'ils font, mais tu étais un précurseur de ce que je faisais. Oui, parce que moi, je faisais des choses, je ne rentrais pas je respectais le physique des joueurs. D'ailleurs, Richard l'avait reconnu, je ne faisais pas des entraînements à tuer les joueurs. Alors, faire monter 50 fois le Palais des Sports, ce n'était pas mon style. C'était pas mon style. Mon style, c'était beaucoup plus travailler au niveau cérébral, au niveau physico-cérébral et dans tous les lieux. Et je faisais donc beaucoup d'exercices, avec plusieurs ballons, des balles de tennis, des choses comme ça. Je faisais plein de trucs comme ça et ça plaisait aux joueurs. Je faisais des concours, je faisais des choses ludiques et ça plaisait aux joueurs. Et donc, moi, je suis resté un enfant, j'entraîne des enfants, et je crois que c'est ça. Je crois que les joueurs doivent pas avoir un souvenir de m'avoir vu dans la salle de musculation. Moi, je suis ancien gymnaste, donc je faisais de la musculation naturelle, au sol. Tout était au sol. Donc voilà, quoi. Et donc, je faisais transférer que ma passion, quoi. Et c'est comme ça que je vois mon métier, et je me fais toujours pareil. Ouais. Est-ce que quelque part, quand tu arrives à Limoges, c'est pas aussi le club idéal pour venir faire ça, parce qu'il y avait un palais des sports qui était tout neuf, tu avais un outil, et quelque part, le club était prêt à accepter ça? Au club, moi, c'était les joueurs qui m'intéressaient. Moi, je me souviens, le premier entraînement que j'ai fait, il devait y avoir 2300 ou 2500 spectateurs. La seule chose que j'ai fait, j'ai pris mon mode, j'étais le mettre en face. Et j'étais mettre mon tableau en face
pour montrer que voilà qu'il y a un niveau d'entraînement sérieux. Et en fait, je me souviens avec la réflexion de Richard, de tout ça. Ouais, c'est des trucs de gamins de 15 ans. Bah, je dis oui, mais ça que tu n'as pas fait, les appuis, les choses comme ça, il y a longtemps que tu ne les as pas travaillé. Et donc, il faut aussi se souvenir que une saison, si vous regardez une saison, j'ai eu quasiment 0 blessé. En 4 ans, j'ai eu 0 blessé. Quasiment 0 blessé. Des petites physiques, tout ça. Mais je pense qu'un entraîneur, c'est d'amener ses joueurs le jour du match. Le capital, c'est le jour du match. Et s'il arrive avec 3, 4 blessés, ça arrive. Des blessures de match, bien sûr, ça arrive comme ça m'était arrivé dans un club différent, à Pau, avec 2 Américains qui se sont blessés en plein championnat. On ne pouvait pas, d'où la Frichtine. Mais le point, c'est le garant du physique du joueur. Parce que s'il y avait 2, 3, quand je vois des équipes qui sont 4, 5 blessés, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe, quoi? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Ils entraînent 3 ans et demi, c'est pas facile, d'accord? Alors, pour l'instant, je n'ai pas blessé. En 3 ans et demi, j'ai eu 0 blessé. Parce que je fais extrêmement attention à ça. Ouais. Reste bien, Michel, je te le redis, recule-toi s'il te plaît. Voilà. Parce que déjà, on te voit mieux, première chose. Déjà, on te voit ton visage en entier, c'est mieux. Et puis pour le son, c'est meilleur. S'il y avait un joueur que tu as coaché à Limoges à ressortir du lot, est-ce qu'il y en aurait un pour X raisons, pour l'humain, pour le sportif? C'est difficile comme question. Hein. Ne rapproche pas, Michel, de ton écran quand tu nous parles. Je crois que cette question est très difficile. Vous la posez constamment. Moi, j'aimais tous les joueurs à leur niveau, à leur différence, quoi. Que ce soit humainement, mentalement, etc. J'ai beaucoup de mal à dégager un joueur plus qu'un autre. Donc, j'aimais tous les joueurs. Je les prenais comme ils étaient, avec leur caractère, avec leurs blessures, avec leur vie, tout ça, quoi. On a eu un joueur, un Américain exceptionnel, qui pour moi, il n'y a pas eu en France, c'est Michael Collins. Si vous saviez comment Collins a été choisi, vous ne croiriez pas, vous ne pouvez pas me croire. Il a été choisi à un match en amical à Vichy. Et donc, il fait un match, il fait 40 points, 10 passes décisives, 10 interceptions. Il y a des vidéos que vous connaissez bien sûr là-bas, qui n'a pas bien aimé, qui a tué un peu de basket à Limoges à un moment. Il dit à Sardin et à moi, il dit voilà, qu'est-ce que vous faites? Et il dit à Sardin, tu m'avais promis de donner la réponse juste après le match. Je dis à André, si tu as dit ça, tu respectes ta parole, donc moi, demain, je le prends. Si vous savez, on est resté 1 heure à la salle de Vichy, avec les téléphones du président, M. Beaujou, Xavier Pepelier, pour dire oui, tu engages ton contrat, si tu prends ce jour-là, patati, et patata, et patati, et patata, quoi. Ben, j'ai dit, j'engage mon contrat. Pour ce joueur-là, je prends ce joueur-là. Et on a pris Ben Collins. Je ne pense pas qu'on l'ait regretté. Hein. Non, je ne pense pas. Comme en fait, j'ai engagé mon contrat sur Visa Morezan. Ouais, pareil, ils n'ont pas regretté. Hein. Mon entraîneur va prendre quelqu'un. Et s'il y avait, alors, je t'ai demandé un joueur, bon, tu m'as cité Don Collins, après, pour moi aussi, c'est le top que j'ai vu en tant que journaliste. S'il y avait une victoire à Limoges qui est un petit peu au-dessus des autres, je pense qu'elles ont toutes été belles, mais il y en a une peut-être particulière. Je crois qu'il y a un match que je n'avais pas revu, un jour, j'étais à Limoges et ma fille connaissait des gens il m'a donné le CD. C'est le match de Split. C'est un match extraordinaire. C'est un match extraordinaire à regarder, où il y a eu une implication extraordinaire. Il y a eu je pense avoir fait un coaching sur Kukol que personne n'aurait fait, que d'ailleurs Pascal Julien s'en souvient. Quand je lui ai dit que tu vas défendre sur Kukol, il a rigolé. J'ai dit non, tu vas voir, tu vas faire sa 5e faute. Et il a fait faire sa 5e faute. Non, je pense que le Split a été, là, il y en a eu d'autres, c'est vrai, il prend tout. Mais Split a été, parce que en face, il y avait ce qu'il fallait, il y avait un coach, il y avait des joueurs. Et le match de Split, franchement, on était une des équipes qui pouvait battre Split, et on aurait pu battre Split à Split aussi déjà. On n'était pas loin, on n'avait pas été loin.
Il nous a apporté quelques renseignements sur cette équipe-là. Et après, bon, on a tombé sur Split à Saragosse, mais ça, c'est autre chose, quoi. Mais Split, je pense que c'est l'un des matchs vraiment gagnés, mais de référents, et surtout de travail avec Frédéric Sard, de vidéo, de précision au niveau du travail vidéo qu'on avait fait. Ouais. C'était, j'en reviens au côté précurseur, la vidéo, c'était aussi, c'était un peu le début quand même à l'époque, tout ce travail vidéo, hein, il n'y en avait pas forcément, c'était pas forcément dans tous les clubs. Hein. Il y en avait quelques coachs qui en faisaient. Il y avait une Jean Gall qu'on avait fait à Berck dans les années 73-74, mais c'était un peu Mathusalem parce que c'était du truc, moi aussi d'ailleurs. Mais moi, je crois que c'est pas que la vidéo, c'est l'analyse vidéo pour lequel je pense avoir fait progresser les choses. Et après l'analyse des matchs, il faut savoir que lorsqu'on faisait un match, on calculait le relationnel affectif du ballon. Voilà. On calculait ça. On calculait toutes les phases de jeu, dans quel secteur il venait, par qui il venait, en combien de dribbles, en combien de passes. Tout ça, c'était calculé. Tout ça, c'était calculé par Frédéric, qui voyait jamais le match, hein, d'ailleurs. Hein. Et après, on faisait tout. Et ça nous permettait de pouvoir rentabiliser toutes les structures de jeu. Toutes les structures de jeu. Et on disait, par exemple, tiens, cette structure-là, on l'a fait 5 fois, elle nous a apporté 0 points. Pourquoi ? Ah ben tiens, là, on a fini à l'intérieur, alors que peut-être on a dû finir à l'extérieur, vice versa. Tout était vraiment, on passait du temps, on était à 8h du matin à la salle, on en sortait à 22h avec Fred. Hein. Ça, c'est clair. On était tout le temps à la salle. Et donc, j'ai beaucoup travaillé sur cette notion de vidéo, à tel point que maintenant, j'ai plus besoin de vidéo, l'œil me suffit. Je peux très vite, je balaye et je vois très vite quelles sont les choses que font l'adversaire. Et maintenant, à tel point que j'en fais plus. Je ne fais plus. Quand j'étais en équipe de France, je ne faisais plus. Je considérais que faire la vidéo, c'était de rassurer un peu trop les joueurs, de rassurer un peu l'entraîneur et de ne pas responsabiliser les gars. Alors moi, je disais, faites l'entraînement, c'est déjà la vidéo. Travaillons l'entraînement, travaillons dur, faisons tous les fondamentaux, tout le travail, et le match après, on respecte ça, ça devrait passer. On faisait, à la fin, en particulier, je faisais très peu de vidéos, très peu de vidéos. Par contre, la vidéo individuelle pour faire évoluer un joueur, oui, c'est important. Est-ce que il y a un moment, alors je pense surtout à la saison 87-88, vous vous êtes senti imbattable. Alors, je parle au niveau français parce que il y avait des équipes qui venaient jouer à Limoges. Moi, je me souviens, j'étais même pas encore journaliste, j'étais jeune pigiste, et les pros m'envoyaient pour faire la présentation parce que de toute façon, il y avait rien à dire. Ils allaient prendre 120 pions. Et voilà. Est-ce que vous êtes senti à un moment imbattable? Quand je vous disais, je nettoyais un peu les placards et j'ai retrouvé un article de Limoges, je ne me souviens plus si c'est Doglan qui l'a fait ou quoi, où je parlais d'autonomie. Je parlais d'autonomie de l'équipe. Mais l'autonomie, créer l'indépendance et l'interdépendance. Et moi, j'ai toujours aimé ça. Toujours aimé de rechercher l'humain à l'intérieur d'une équipe. Et donc, mon but, moi, était de rendre mon équipe autonome. Savoir qu'on n'est pas là pour être toujours derrière le joueur. Si on est toujours derrière le joueur, ça ne va pas. Il faut que les joueurs se sentent responsabilisés. Là, je vais vous dire, j'ai des filles. Hier, je ne suis pas allé à l'entraînement. Et j'ai appris qu'il y avait 5 filles qui étaient à l'entraînement, toutes seules. Elles savent ce qu'elles ont à faire. Elles savent ce qu'elles ont à faire. Tout ce qu'on doit améliorer, elles le savent. Et donc, je crois qu'à un moment donné, moi, j'avais dit aux joueurs, je crois que c'était plutôt la dernière année, il y a 70 matchs, on avait fait 69 matchs, je crois. Il y en a 35 que je vais coacher et 35 que le groupe va coacher. Voilà. Parce qu'un coach, c'est quoi? C'est un match, c'est un tiers les joueurs, un tiers l'équipe, un tiers le coach. Moi, les coachs qui font tout le match, chapeau. Moi, je ne sais pas faire. Voilà. Moi, j'aime bien responsabiliser les choses. J'aime bien que. Donc, à un moment donné, par rapport à ta question, j'étais là, c'est vrai, je me disais, j'ai plus rien à faire, quoi. Ça déroulait tellement, parce que le travail à l'entraînement était tellement bien fait qu'on reproduisait le match. Si tu travailles bien à l'entraînement, tu reproduis sur le match. C'est pas la peine de faire un entraînement et tu arrives au jour du match, tu fais autre chose. Ça veut dire quoi, ça? C'est pas possible. C'est pas possible. Donc voilà, donc à un moment donné, c'est vrai qu'à un moment donné,
se trouve en 90, j'ai eu les mêmes sentiments quand même en 90. Hein. J'avais les mêmes sentiments où vraiment, là, on avait chaque joueur savait ce qu'il avait à faire, chaque joueur rentrait, c'était la passe et tout, on était à 25 passes de moyenne par match hein, quand même, hein, c'était quand même pas mal, puis ça virevoltait quoi. Ouais. Est-ce que par rapport au contexte qu'était Limoges et tout, tu avais le sentiment aussi d'être un privilégié par rapport à l'équipement humain qu'on te mettait à disposition? Oui, je sais, ça a fait débat. Moi, avec un coach, je ne sais pas ce que ça veut dire. Hein. Pour 88, je crois qu'on a gagné la Coupe d'Europe, le titre de champion de France et le tournoi des As, et il n'y pas le coach de l'année. Hein. Donc, qu'est-ce que c'est coach de l'année? Moi, je crois que le coach, c'est. Moi, je me rends un coach par rapport à ce que je fais actuellement. Vous voyez, c'est d'être capable d'aller entraîner n'importe qui. N'importe qui. Là, il y a 10 ans, j'ai fait une équipe de mon village, 1200 habitants. D'accord, petit village, 1200 habitants, Seine-Maritime. En 2 ans, ils ont été champions, Charles, 0 défaite. 0 défaite. Donc, c'est ça un coach. Moi, c'est mon plaisir. J'ai été éduqué comme ça par mes entraîneurs, pas de basket, de gymnastique, de pouvoir former, de pouvoir transmettre. Et je crois que c'est ça qui m'intéresse, moi. C'est ce métier-là qui me fait vivre, quoi, profondément, avec les filles, etc. et tout. Voilà, ils font des choses que, malheureusement, on a oublié, je fais des choses simples. Quand tu pars à Pau Orthez, est-ce que tu sens à ce moment-là qu'ils sont en train de prendre un petit peu le pas sur Limoges dans beaucoup de choses et que finalement, c'est là-bas que tu vas pouvoir le mieux t'exprimer? C'était un vrai de mensonges, de malhonnêteté, et de tout ça. Il y a des choses qui ont été écrites que je reproche à une certaine presse, parce que quand on veut faire des investigations, on fait l'investigation des deux côtés. Des deux côtés. Voilà. Et là, il y a eu une investigation que du côté. Mais bon, maintenant, ça fait 32 ans maintenant. Moi, je voulais rester à Limoges. Il faut savoir qu'en 88, après le titre, je voulais quitter Limoges. Tout simplement pourquoi? Parce que le business de M. Rose a détruit Limoges en 88. En 88, quand on était champion d'Europe, on avait l'équipe pour aller dans la première finale fort. On a fini 5e, c'était une poule à l'époque. On avait fini 5e à 1 point de Laris, je crois. Et puis le 5e, en laissant partir, Hugo Ponce et Jacques Blanclar à Antibes, on a parlé, il partait pour le business, quoi. Donc on avait que l'intérêt sportif. Donc déjà, je vais partir. J'ai pas trouvé de club. Michel, recule-toi, s'il te plaît. Reste en recul un petit peu de ton ordi, parce que plus tu es proche de ton écran, moins c'est audible. Ah, vas-y. Donc, tu disais, Jacques Moncler était parti, tu voulais, en 88, toi, tu voulais aussi quitter le club. Donc, moi, je voulais partir parce que le club avait fait ces changements sans mon accord, sans rien du tout. Donc, moi, j'ai dit, je ne suis pas un coach comme ça, quoi. Donc, j'aime voir. Et donc, j'ai voulu partir. J'ai mis très longtemps à signer mon deuxième prolongement. J'ai mis très, très longtemps à signer. J'ai pas trouvé de club. Sincèrement, j'ai pas trouvé de club. Et donc, en 90, je voulais rester un an de plus parce que je sentais, il fallait que je fasse, il y avait une belle petite retouche à faire dans l'équipe de 90, qui avait fini 3e de la finale fort. Il faut pas aller trop vite. En France, il faut pas aller trop vite. Il faut pas des grosses, faut construire, bâtir. Il y a eu la coupe des coupes Korak, il y a eu la coupe des coupes, il y a eu les finales forts. Il fallait doucement. Et je pense que 91, la finale fort était à Paris, et moi, j'aurais été à Paris. Et là, ça ne s'est pas fait parce que je ne plaisais pas à M. Rose. J'ai retrouvé un article de Didier Rose qui dit que si Michel Gomez était dans mon écurie, il serait encore à Limoges, à l'époque. Parce que je n'étais pas dans son écurie. Vous comprenez? Moi, je voulais mon indépendance. Moi, c'est ça. Et c'est pour ça que j'ai pas trouvé de club. Je suis parti. Mais je suis pas parti à Pau tout de suite. Hein. Je voulais arrêter même. Hein. Je voulais même tout arrêter. C'est après qu'on m'a contacté pour aller à Pau. Alors, c'était pas tout de suite. Et quand j'ai vu le Palais des Sports, je me dis, tiens, il y a un nouveau challenge. Je dis, bon, ok, je viens, quoi. Mais au début, je voulais arrêter après Limoges. Voilà la vérité. Ça, c'est la vérité.
On sent que ça reste une blessure encore, cette affaire, non? Non, c'est pas une blessure, c'est un regret. C'est un regret où le mauvais business de certaines personnes ont fait qu'on tue notre sportif, quoi. Parce que je pense que Limoges avait une capacité d'être champion d'Europe avant 93, ça c'est sûr. Mais bon, c'est comme ça. Moi, je sais pas. C'est comme le départ de Greg Beugnot, le départ de Frédéric Fortier, où on m'a dit que c'était moi. C'est archi faux tout ça. Ça, c'est archi faux. Ça a été que du business. Que du business. Moi, je voulais faire comme j'avais fait Monclar Beugnot, je voulais faire un duo Monclar Fortier. Voilà. Et un jour, j'ai appris que Fortier partait à Gravelines et que c'est Beugnot qui arrivait. Voilà, c'est comme ça. Pas plus compliqué que ça. Donc, vous voyez, tout ça, ça n'a pas été dit. Et maintenant, au 33, vous le dites. Quand tu as été à Pau, tu avais la double casquette avec l'entraîneur de l'équipe de France, ce qui a été aussi longtemps le cas de Vincent Collet. Pourtant, à toi, finalement, on te l'avait reproché quand même à un moment, non? Je crois que j'avais voulu gagner, c'est le fardeau de votre ennemi. Et donc, moi, je n'ai pas voulu prendre l'équipe de France, contrairement à ce qu'on a pu. Je n'ai pas voulu. Ils sont tous revenus à tous les jours. On t'entend très mal, Michel, là. On t'entend très mal. Je dis que moi, en 93, je ne voulais pas prendre l'équipe de France. D'accord. Je ne voulais pas prendre l'équipe de France parce que j'avais un travail trop important avec le club. Et moi, j'ai besoin d'entraîner tous les jours. J'ai besoin d'entraîner tous les jours. Donc, ils sont venus à Pau, Balespito, les Vincenzi, Bosch, tout le monde me mettre de la pression. D'accord? Je ne sais pas de Limoges s'il y a quelqu'un de Limoges. Pour prendre l'équipe de France. Par amitié pour Yvan, j'ai pris l'équipe de France. Et sincèrement, j'étais pas prêt à prendre l'équipe de France. Moi, je voulais travailler, tout ça. Il faut quand même savoir qu'au bout de ces 2 ans-là, nous, on m'a reproché, parce que voilà, il y avait un tel, il y avait ceci, il y avait cela. C'est normal, ça fait partie du jeu, ça. Ça fait partie du jeu. Mais moi, il faut savoir qu'en 95, la fédération, quand j'étais à Pau, m'a proposé 50 contrats. Que j'ai refusé. Qui refuse 50 contrats? Moi, je suis un aventurier, moi. Moi, me mettre dans une case, puis tout bouger, ça ne va pas. Moi, j'ai besoin de liberté. Et donc, j'ai dit non. Et j'ai dit à Jean-Pierre de Vincenzi, prends l'équipe de France. Vas-y, prends-les si tu veux, je peux t'aider si tu veux. Mais moi, j'ai besoin de liberté. Et après, je suis parti. Donc, j'avais besoin d'aller à l'étranger. Je voulais aller à l'étranger. Au moment où ils voulaient prendre l'équipe de France, en 2004. Et là, ils ont pris Bergeau. Puis après, ils m'ont pris en 2008 par défaut, par plan B, comme ils disent. J'étais plan B en 2008. Bon, si vous racontez tout, vous ne croirez pas les bonnes oreilles de ce que j'ai pu entendre. Voilà. Je pense que je peux faire garder tout ça pour moi. Peut-être que je ferai un livre un jour. Restons sur l'équipe de France. Est-ce que tu as regardé quand même les JO de Tokyo et est-ce que tu as vu l'équipe de France devenir médaille d'argent des Jeux? Qu'est-ce que tu en as pensé? Extraordinaire. J'ai eu peur contre l'Italie. Mais au moins j'ai vu un Vincent. Moi, Vincent Collet, j'ai entraîné très jeune. Il a entraîné aussi dans les camps de basket. Vincent, il avait l'amour de l'entraînement aussi. Il aimait aussi l'entraînement. Donc, sa réussite, ça ne m'étonne pas. D'accord, ça ne m'étonne pas, l'engagement qu'il a. Et donc, je crois que là, il a coaché les équipes. Alors qu'avant, quand vous avez Tony Parker, c'est pas du tout évident. Pas du tout évident de coacher certaines stars. Des stars, d'autres sont faciles, d'autres sont pas faciles. Et donc là, Vincent, il a la star. Moi, j'avais dit à Limoges à l'époque, la star, c'était Limoges. Ça a été beaucoup repris. Là, l'équipe de France, c'était la star. C'était l'équipe qui était la star. Il n'y a pas de joueur qui ressortait. Et Vincent a fait un boulot merveilleux. Le staff a fait un boulot merveilleux. Et franchement, j'avais téléphoné à de Vincent Lee après la victoire contre l'Italie. J'ai dit à Jean-Pierre, je pense que vous avez 2 d'avoir la médaille d'argent. Mais si on regarde bien, il n'a pas fallu grand-chose. Il n'a pas fallu grand-chose pour apprendre la médaille d'or aux États-Unis quand même. Hein. À 3 minutes de la fin. 3 minutes de la fin, c'était bien. Non, c'est très très bien. Mais
derrière ça, qu'est-ce qui en découle? Est-ce que ça a été bien porté, bien utilisé? On ne sait rien. Ça, c'est une autre histoire. Je vais finir avec des petites questions là. Alors, elles vont être compliquées, mais tant pis. Le joueur le plus fort, tout club confondu, dans ta carrière que tu as entraîné. Pour toi, est-ce que le plus fort que tu as eu? Le joueur le plus fort, pour moi, c'est Dan Collins. Pourtant, j'ai entraîné Stojakovic au PAOK, mais dans le jeu complet, quoi. Dans le jeu complet, il pouvait défendre. Pour moi, c'est Don Collins. De tout ce que j'ai vu derrière, bon, c'est vrai qu'il y avait Michael Young. Il faut savoir, pour revenir sur Michael Young, qu'en 86, quand j'arrive à Limoges, j'étais déjà sur les tablettes de Michael Young. J'étais sur les tablettes parce que j'avais vu la finale de Book. Et j'ai dit, ce joueur est intéressant. J'avais perdu un peu de vue, et après, il est revenu par l'intermédiaire de Rose. Il était en Espagne. Et j'étais intéressé sur Michael Young. Hein. Et alors, après, le joueur le plus fort que tu as eu à affronter en tant qu'adversaire, est-ce qu'il y en a un qui a été au-dessus des autres dans tes souvenirs? Ouais, le plus fort, c'est le plus compliqué à défendre, Richard. Il peut s'en rappeler tout le monde, tous. Je pense que c'est Galis. Ouais. Galis, ouais. Je pense que Galis était très compliqué à défendre. Très, 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 très compliqué. En Europe, il n'y a pas beaucoup qui ont réussi à défendre, quoi. Un Galis, ouais. Je pense que c'est le joueur le plus compliqué que Richard avait du mal à défendre, quoi. On disait souvent, mais on sait qu'il va marquer 30 points. C'était souvent ça. Mais bon, c'était faire baisser son pourcentage, un peu le but à chaque fois. C'était surtout d'empêcher les autres de mettre des points. C'était ça qui était important. Et moi, je me souviens qu'on avait rencontré le Panathinaikos à Pau sans Américains, et on avait battu le Panathinaikos. Il y avait Georges Lestris qui était avec nous à Pau. J'avais fait un truc, j'avais lancé un jeune, Ronny Coco, sur le dos de Galis. J'avais fait un choix tactique, et j'ai dit à Ronny, donc, les premières actions de Galis, je crois qu'il doit faire 7 actions, 5 fautes de Ronny Coco en 5 minutes. 5 fautes. Il est sorti, et après j'ai mis une faute touche dessus. Une faute touche, c'est pas réputé pour être un physique en débat. Le public, première fois qu'il siffle, le public, le grand catérique ne plus siffler. Ils n'ont plus sifflé les arbitres sur Galis. Galis, il pleurait, tout ça et tout. On a certes 30 points, mais on avait gagné le match. Donc c'était le petit truc tactique que j'avais fait. J'avais sacrifié un joueur en 5 minutes, quoi. En 5 minutes. Mais c'était un joueur très compliqué. Sinon, après, il y a eu l'armada, mais c'était du collectif, ça. Il y avait Sant'Epifanio, il y avait tous ces joueurs-là qui étaient des joueurs merveilleux, quoi. Qui étaient de sobriété. Il y avait Ivanovic, l'ancien coach de Limoges et tout. Ça, c'était des joueurs des métronomes. Il y avait Krukov. Tout ça, c'était des joueurs extraordinaires. C'était des joueurs extraordinaires. Ouais. La salle où tu as préféré coacher, est-ce qu'il y a une salle qui te tient vraiment plus à cœur qu'une autre? Plus à cœur? Ouais, je pense que c'est Limoges. Hein. C'est Limoges. Il y a peu aussi. Je peux pas supprimer Pau. Hein, désolé. Hein. Mais bon, après, si quand même. Hein, là, on est à Limoges, donc on peut faire. Si j'avais gardé la dernière année, j'aurais fait 5 ans, moi. Je suis revenu quand même. Je suis le seul coach le plus titré de Limoges quand même. Et celui qui est revenu 2 fois. Et quand je suis revenu 2 fois, mais malheureusement, je suis revenu dans des conditions un petit peu particulières. Hein, mais vous voyez, je dis ça, mais c'est l'un de mes regrets d'être revenu. Ouais, c'est un de mes regrets parce que je suis revenu pour le sportif. Parce que j'avais derrière moi un club qui s'appelle Victoria Tendresse qui m'a appelé, qui m'a proposé 350 000 $. Et j'ai refusé. Ils m'ont proposé 450 000 $. J'ai refusé. Et je suis venu à Limoges. Et au bout de 6 mois, la direction m'a viré. Là, ça, c'est un regret. Ouais. En revanche, il y avait une salle où tu n'aimais pas aller parce que tu savais que ça allait être compliqué, une salle où c'était plus compliqué qu'ailleurs, qui t'a marqué dans la difficulté.
Franchement, comme tu disais tout à l'heure, on était tellement fort dans notre tête, tellement fort dans. Je me souviens d'un match à Pesaro, la finale de Pesaro, pour aller comment dire, en finale de la Coupe des Coupes. Demi-finale de Pesaro, un match retour. On avait gagné, je crois, de 17 points, et on était dans les vestiaires. C'était garé des grenades et tous les supporters nous crachaient dessus en descendant. Tous les supporters nous crachaient dessus. On est rentré dans les vestiaires et là, j'ai vu tous les joueurs pâlir. Tous les joueurs. Il y en a un qui s'est levé, c'est Klaranski. Il a regardé tous les joueurs, il a fait follow me, il a fait follow me. Il est rentré, il a pris le panier, il a mis un panier, il a regardé le public, il a fait les deux cornes italiennes et tout, et on a gagné d'un point pour leur donner le ballon. Voilà, c'était une période chaude. Sinon, après, bon, il y a la Grèce. Il y a la Grèce, mais la Grèce, avec le Limoges, il y avait Laris. Laris faisait peur quand même. C'est vrai que Laris faisait peur, et c'est là que j'avais vu, même Don avait perdu un petit peu son basket. Hein. On arrive à la fin de l'émission, Michel. Une dernière chose, c'est pas un secret, tu as 70 ans, mais tu vas coacher jusqu'à quand? Jusqu'à la barre en bas du toboggan. La vie, c'est un toboggan. Il y a l'échelle et après, il y a la glissade. Donc, jusqu'au bout, jusqu'à ce que j'ai envie, les filles, comme on regarde sur les exercices, elles sont là, elles sont étonnées. Bon, j'ai encore une certaine souplesse, certaine volonté. Bon, les articulations un petit peu trop. Bon, mais moi, je dis aux filles, vous savez, à l'âge que j'ai, mais attention, toutes les équipes vont donner du plaisir. Avec l'idée, je disais toujours, qu'est-ce que j'ai pu rigoler avec Richard, avec Joby, avec tout le monde. C'était des blagueurs, quoi. Avec Jacques, Greg, on rigolait, quoi. Et un peu pareil. Et dès qu'on rigolait, ça va bien dans une équipe. Et je dis aux filles, tant que vous me donnez du plaisir, je continuerai. Tant que le président ira dans le sens que moi je pense qu'il faut aller pour réussir, pourquoi pas. Alors, ça fait 3 ans qu'on travaille, on a été champion de Normandie, on vient de monter. Sans le Covid, on serait monté plus vite. On monte encore, là on va construire, on va continuer à construire. Puis c'est le terrain qui décide après, hein. C'est le terrain qui va décider. Mais je continuerai. Mais je pense que je suis arrivé au port là, à Dieppe. Hein. Je suis arrivé au port là. Hein. Je pense que là, c'est fini là, c'est fini. Mais j'aurais aimé. Moi, en France, moi, j'aime transmettre. Moi, je tiens ça de mon entraîneur de gymnastique. J'aime transmettre. J'aime aider les jeunes, j'aime tout ça. Malheureusement, on n'aime pas ça. Aux États-Unis, ça existe que des anciens coachs. Popovic, il a 74 ans. Il entraîne toujours, etc. Il est entouré de jeunes, etc. Il donne des conseils. Nous, en France, on n'aime pas ça. Et c'est un peu le grand regret, parce que je pense que notre basket pourrait peut-être évoluer un peu plus vite. Hein. Même si on n'a pas. Nous, on est bien débrouillés tout seul, il n'y avait pas tout ça. Bon, parfait, Michel, on surveillera tout ça. Merci en tout cas d'avoir participé à notre émission. Merci Mathieu. Ce CSP Time est maintenant terminé. Vous pouvez le revisionner sur nos sites internet, lepopulaire.fr et le Populaire Terre de Sport. N'hésitez pas à commenter, partager. Rendez-vous pour un prochain numéro de CSP Time. Allez Limoges, salut!